Bonjour et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 h à la une de l'actualité. Le premier forum virtuel sur le capital humain en République de Djibouti a eu lieu cette semaine. Dans l'actualité internationale concernant le Covid-19, les États-Unis enregistrent un record en 24 heures de 21 000 personnes avec le coronavirus. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la clôture hier à l'Institut des études diplomatiques d'un séminaire portant sur la diplomatie nationale. Ce séminaire va sans nul doute donner une nouvelle perspective dans l'appréhension de la stratégie nationale pour promouvoir la diplomatie djiboutienne à l'international. Ce séminaire a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, du directeur de l'Institut diplomatique, M. Mohamed Abdelkader Moussa, de l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti, M. Aiden Ouara. Nous avions en effet opté pour ce thème car la République de Djibouti est un petit pays qui jouit d'une position géostratégique et interagit avec plusieurs pays, organisations internationales et régionales pour mettre en avant l'intérêt du pays pour participer de manière active aux négociations internationales avec les différents partenaires du secteur public comme du secteur privé. Ce séminaire dispensé par l'Institut des études diplomatiques vous a sans nul donné des perspectives et une meilleure compréhension de la stratégie nationale pour promouvoir la diplomatie nationale à l'international. Je me réjouis des résultats ô combien éloquents vous êtes parvenus au terme de ce séminaire, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Aussi, je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non simplement par rapport aux connaissances générales des potentiels que Djibouti offre et sa stratégie nationale pour s'adapter au contexte international. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire, chers participants, bonne continuation, en espérant vous revoir à d'autres séminaires et ateliers qui auront lieu à l'Institut des études diplomatiques. Suivant à présent le mot de chef de délégation de l'Union européenne. Ce séminaire fait partie d'un projet qui englobe 9 séminaires, chacun d'une semaine, financés par l'Union européenne, qui témoigne aussi notre engagement avec la diplomatie pour faire avancer davantage ce pays. Mais permettez-moi de commencer par une anecdote. Il y a 1 an, il nous restait des fonds de fin d'année à débourser à la délégation. Moi, je venais d'arriver à la délégation et je demandais conseil à mes collègues. Ils m'ont recommandé de fêter le 10e anniversaire de notre délégation. Nous avons donc organisé une belle réception. Monsieur le ministre nous a fait l'honneur d'un beau discours. Bref, c'était une belle soirée. Mais je me rappelle du ministre me demandant en privé, « Vous êtes sûr d'avoir 10 ans ?» Le service européen de l'action extérieure est encore plus jeune que le vôtre. Nous avons sans doute autant à apprendre de vous que vous de nous. Et c'est pourquoi je considère ces séminaires comme l'occasion idéale d'échanger des idées plutôt que d'être tout simplement assis et d'écouter. Suivant à présent le mot du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, lors de ce séminaire portant sur des nouvelles perspectives de la diplomatie djiboutienne. Ce séminaire est important à plus d'un titre, parce que nous sommes une nation en construction et nous avons besoin de continuellement former nos cadres. Former nos cadres à appréhender les défis qui sont autour d'eux, à avoir un certain nombre de savoir-être et de connaissances et d'outils en matière de diplomatie qui leur permettent de pouvoir être à la hauteur des situations auxquelles ils sont confrontés. Nous avons, grâce à l'Union européenne,
depuis déjà quelques années, développé un certain nombre de séminaires justement pour acquérir ces connaissances et faire en sorte que ces outils de la diplomatie que nous essayons de transmettre à nos diplomates et à nos cadres soient utiles à notre pays à un moment ou à un autre dans le processus de cheminement de la carrière d'un diplomate. Et j'aimerais insister sur un point qui me semble important par rapport aux relations entre l'Union européenne et Djibouti. Et je dois saisir toutes les occasions qui se présentent à moi pour souligner le fait que l'Union européenne a été un partenaire fidèle, un partenaire qui nous a accompagnés sur le chemin de développement. L'Union européenne a toujours essayé de nous accompagner dans notre politique de développement. Et si je dis que l'Union européenne est le premier partenaire de Djibouti en matière de financement des programmes de développement, je n'exagère cela en rien. Et je l'ai dit lors du 10e anniversaire de l'ouverture de la délégation à Djibouti, il y a plus de 200 millions d'euros qui ont été dépensés par l'Union européenne pour soutenir les programmes de développement de Djibouti, et ce financement continue. Souvent, on dit à nos amis européens, on leur reproche qu'il y a un peu de lenteur, mais ce que nous savons, c'est que nos amis européens se sont toujours solidarisés et ont toujours été à nos côtés dans ce processus de développement de nos programmes pour notre pays. Et nous allons en France où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, effectue depuis le 30 novembre une visite officielle en France à l'invitation de son homologue, Madame Florence Parly, ministre des Armées de la République française. Eh bien, le ministre est à la tête d'une forte délégation comprenant notre ambassadeur Aïed Moussaïd Yahya, des officiers supérieurs de l'état-major des forces armées djiboutiennes, dont le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense par intérim, des représentants de la présidence et du ministère des Affaires étrangères. Hassan Omar Mohamed a entamé sa visite par une série d'entretiens de haut niveau avec plusieurs hauts responsables de la défense et en particulier avec le ministre des Armées, Madame Florence Parly, le chef d'état-major des armées générales d'armée François Lecointre, ainsi que le chef d'état-major particulier du président de la République française. Eh bien, les deux ministres ont par ailleurs échangé sur la situation qui prévaut dans différents pays de la région et sur l'impact possible à Djibouti. À la fin de son entretien, eh bien, le ministre Hassan Omar Mohamed a signé le livre d'or. Cette visite prend fin aujourd'hui, 4 décembre. Dans le reste de l'actualité, le premier forum virtuel sur le capital humain en République de Djibouti qui a débuté mercredi après-midi. Premier de son genre, ce colloque d'une durée de 2 jours est organisé par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement djiboutien. Il s'agit ici d'une initiative qui permettra à nos décideurs politiques en charge du développement social de façonner l'avenir des jeunes. Eh bien, ce forum a réuni par vidéoconférence plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels la ministre des Affaires sociales, Mouna Asmanaden, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Adiriye, le secrétaire général du MENFOP, ainsi que des hauts cadres de plusieurs institutions. Ayant pris chacun la parole afin de discuter et débattre avec les représentants de la Banque mondiale et des experts internationaux en vue de mettre en place un plan intégré encadrant l'investissement de notre pays dans sa population. Du développement des ressources humaines a toujours occupé une place prépondérante dans notre politique éducative et plus particulièrement depuis la refondation de notre nouvelle école djiboutienne de qualité, inclusive et citoyenne, initiée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. À cet effet, près d'un quart du budget national est alloué à l'éducation et à la formation professionnelle. C'est dire que la politique clairvoyante du gouvernement et du président de la République qui met au devant les investissements porteurs de transformation afin de disponibiliser un stock de capital humain bien qualifié. Chers collègues, mesdames et messieurs, pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle,
le capital humain est à la fois son terreau, son outil et son produit. L'éducation a pour mission principale le développement du capital humain. Elle prépare l'enfant à être utile à la nation en lui procurant des connaissances et des compétences, le rendant capable de comprendre les réalités propres à son environnement. L'éducation vise également le développement de la formation professionnelle en vue d'une insertion sociale et le plein exercice de la citoyenneté. De ce fait, l'éducation est donc sans conteste le levier le plus puissant pour dessiner l'avenir d'un pays à travers un capital humain riche et performant. La ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Adeane, a quant à elle rappelé le rôle joué par son ministère pour le développement social de notre pays. Vous le savez, Djibouti a adhéré à cette initiative en avril 2019 lors de sa participation au conclave ministériel sur le capital humain, tenu dans les locaux de la Banque mondiale à Washington. Les réunions se sont ensuite succédées au cours de l'année 2019. Des points focaux sectoriels ont été désignés et un groupe de travail restreint a été formé. L'année 2020, bien que marquée par un retard de processus pour des raisons sanitaires que vous connaissez tous, a été marquée par 3 séminaires préparatoires au forum auquel nous participons aujourd'hui. Je retrace exprès ce cheminement pour indiquer que notre adhésion à l'initiative de la Banque mondiale est mûrement réfléchie et largement voulue car elle correspond bien à nos choix de développement. Elle répond à la volonté d'accélérer la construction de la société du bien-être à laquelle ne cesse d'appeler son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le capital humain a toujours été et reste encore une priorité nationale. Les différents documents stratégiques de réduction de pauvreté qui se sont succédés, à commencer par l'INSD, lancé par le Président de la République en 2007, ont souligné l'importance d'investir directement sur la population pour accroître l'équité, réduire la pauvreté, renforcer la résilience et accélérer la croissance économique. Ceci témoigne de l'existence d'une forte volonté pour renforcer et consolider notre capital humain. À cet effet, je voudrais dire ici que Djibouti est mobilisé plus que jamais et que nous tous, conscients de l'importance de renforcer et de rendre efficients les investissements sur le capital humain, car la meilleure façon de parvenir au progrès économique et social est d'avoir des citoyens forts, bien éduqués, bien formés, en bonne santé mentale et physique et qui soient capables de saisir les opportunités dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis intimement convaincue que sans une protection sociale convenable pour tous et sans un engagement durable, massif et concerté avec l'ensemble des parties prenantes de notre société, nous ne pouvons bâtir un capital humain efficace. Et je suis tout autant convaincue que la consolidation et le renforcement de notre capital humain nécessitent une approche intégrée et holistique. Nous ne devrons plus travailler par secteur, mais nous allons intégrer nos efforts pour atteindre des résultats escomptés. En effet, la mutation du monde avec leurs défis nous impose de moderniser nos approches et d'anticiper des changements à venir. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière de l'Asr et nous enchaînons avec l'intervention du ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiri. Conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, ayant pour mission l'amélioration du bien-être de nos populations, le département de la santé doit mobiliser tous les moyens nécessaires à la réalisation de notre objectif prioritaire visant à faire de Djibouti un pays où chaque individu jouit d'un état nutritionnel optimal pour son bien-être et sa participation au développement social et économique de notre nation, conformément au cadre de référence de la vision Djibouti 2035. Il s'agit donc pour nous d'impulser un nouvel élan pour garantir à toute la population de notre pays le droit à une nutrition saine et adéquate, lui permettant de jouir des capacités intellectuelles, physiques pour une vie active et productive. À cet effet, mesdames et messieurs, le ministère de la Santé que j'ai l'honneur de diriger s'est engagé dans un processus de planification sectorielle en matière de santé dans le souci d'apporter une réponse adéquate aux défis qui entravent l'atteinte d'une santé optimale pour la population. De ce fait, l'élaboration du plan national de développement sanitaire s'inscrit dans la perspective de relever l'ensemble de ces défis afin d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable. Comme vous le savez, le projet pour le capital humain est une initiative mondiale visant à intensifier et améliorer les investissements dans les populations pour accroître l'équité et accélérer la croissance économique. À l'ère de la pandémie du Covid-19, il est plus important que jamais de comprendre pourquoi tous les pays du monde doivent impérativement investir dans leur capital humain. La santé joue un rôle clé dans la formation du capital humain
mieux nous sommes en bonne santé, meilleurs sont nos résultats scolaires et nos revenus. Ces bénéfices renforcent également la croissance économique. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Nombreux. J'ai cité parmi ces défis les défis en tout cas structurels, qui consistent à créer les opportunités de développement et de bien-être pour l'ensemble de la population djiboutienne à travers une démarche inclusive. Pour la République de Djibouti, nous restons très engagés par rapport à cette initiative. Nous avons d'ores et déjà pris les mesures pour désormais effectivement procéder à un changement de paradigme et en particulier pour passer d'un processus ou d'une approche cloisonnée, sectorielle, vers une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée et créant toutes les synergies nécessaires au sein du gouvernement, mais au-delà de créer également les conditions par rapport aux différents acteurs et aux différents hauts responsables en charge des différentes questions relatives au capital humain. Donc, à ce titre, je comptais vraiment ici, solennellement, apporter mon soutien à Madame Mouna, ministre des Solidarités et des Affaires sociales, pour son leadership depuis qu'elle s'est vue confier ces dossiers de coordination du capital humain, ainsi que son équipe. Un travail exceptionnel est en train d'être conduit. Nous sommes parfaitement en phase. Tous les ministres concernés sur la question sont entièrement embarqués. Leurs équipes, leurs points focaux également très concentrés. Et nous observons donc une meilleure coordination, une meilleure visibilité au niveau des différents départements. Et il nous faut maintenant aller sur le terrain pour améliorer cette visibilité et s'assurer que nous gagnons ces défis du développement du capital humain. Parce que d'un point de vue du ministère de l'économie et des finances, un développement et une meilleure performance du développement humain en République de Djibouti, cela veut dire également plus de croissance, plus de transformation, plus d'inclusion et donc plus de bien-être pour la population. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet une délégation du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Eh bien, cette délégation composée de la nouvelle représentante régionale du bureau qui couvre bien 3 pays, en l'occurrence l'Éthiopie, Djibouti et le Soudan, Mme Ghazala Menti, accompagnée de la coordinatrice résidente des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des cadres du département, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et la nouvelle représentante régionale de ce bureau ont passé en revue les projets en partenariat en cours de réalisation, notamment la construction et la réhabilitation des CDC. Différents domaines relevant de la compétence du bureau, eh bien, Mme Rosella Monti a également fait savoir lors de cet entretien avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport que l'UNPSO met en œuvre ce projet humanitaire de consolidation de paix, de développement. Pour rappel, cette organisation œuvre de 80 pays, dont 20 africains. Eh bien, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui plaidé pour que Djibouti puisse être parmi les pays bénéficiaires de cet appui de cette organisation. Il a en outre insisté sur le fait que le plan national de développement montre clairement les secteurs clés nécessitant un investissement de la part de cette institution. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de clôture de la formation des commandants de la FPU conduite par l'Eastern Africa Standing Force qui a eu lieu hier 3 décembre au centre de conférence Hoche Roble Idlé de la Gendarmerie nationale 6 au PK23.
présidée par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Eh bien, cette cérémonie riche en couleurs a vu la présence du président du conseil régional d'Arta, du colonel Ali Mohamed Roblé, chef de la composante police de cette organisation et des cadres facilitateurs de l'ISF. Cette cérémonie marque la fin d'une formation destinée aux commandants PFU, laquelle réunit 18 stagiaires, membres des forces de sécurité du Burundi, du Comores, de l'Éthiopie, de la Somalie, du Soudan et de notre pays. La remise de certificats a succédé aux différents discours officiels dont vous suivrez une intervention du colonel Zakaria Hassan Adan. Colonel Zakaria Hassan Adan, commandant de la gendarmerie, qui a souligné l'importance du travail conduit par l'ISF avec le soutien de l'Union africaine pour le renforcement des capacités des forces du pays, membres de l'organisation, dont notamment le domaine de maintien de la paix. Cette formation organisée par l'Eastern African Standby Force s'est tenue du 21 novembre au 4 décembre à l'École internationale de la perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Je suis très fier d'accueillir de ce centre d'excellence de la gendarmerie djiboutienne, l'ISF. La formation que nous finalisons ce matin, qui intervient à point nommé pour notre institution, est conçue pour le commandant des unités constituées qui assument un rôle essentiel de la mise en œuvre des mandats de l'ONU ou de l'Union africaine dans les opérations de maintien de la paix. Pour la gendarmerie de Djibouti, ce fut un grand honneur de vous recevoir, vos représentants des forces de sécurité des pays membres, et de mettre ces installations au service de la paix et de l'USF. Avant de terminer, je voudrais renouveler mes remerciements à Monsieur le Président du Conseil régional d'Arta. Mes remerciements vont également à l'Union africaine, à l'ISF, aux facilitateurs, à tous les participants et particulièrement au colonel Ali Mohamed Roblé pour l'organisation de cette formation. Je vous souhaite tous un bon retour dans vos pays respectifs et sachez qu'à tout moment, les portes de l'École internationale de perfectionnement de la police judiciaire vous restent ouvertes. Sur ce, je déclare le cours de commandant FPU clos. Je vous remercie pour votre attention. Et dans notre dossier de ce 15h et dans le cadre du 10e anniversaire des gardes-côtes, nous allons revenir pour vous sur les différentes missions qui leur sont allouées, mais également les défis auxquels les gardes-côtes font face avec leurs partenaires comme l'OIM. Regardez, c'est un reportage d'Abdelrahman Mohamed. La République de Djibouti, pays de la Corne d'Afrique, dispose d'une façade maritime longue de 370 km sur la mer Rouge et le golfe d'Aden passant par le Bab el-Mandeb. Située sur la seconde route maritime la plus fréquentée du monde après celle du Pacifique Nord, Djibouti se positionne comme une plaque tournante du trafic maritime et du commerce mondial. Le pays cherche à tirer avantage de sa position en multipliant les investissements et plusieurs projets sont en cours à cette fin. À partir de 2005, la piraterie maritime prend de l'ampleur dans le golfe d'Aden. À cela s'ajoute le trafic des êtres humains, et notamment ceux venant des pays voisins et voulant se rendre dans les pays arabes du Golfe. Le contexte est propice. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, décide alors en 2010 de mettre sur pied une institution capable de contrecarrer ces fléaux et nomme à sa tête un marin des carrières, le colonel Waïs Omar Boghorri. La garde-côte est née. Elle va se lancer dès le début dans la lutte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux sous la juridiction de la République de Djibouti,
Parmi ces actions, la protection de la faune marine et notamment la lutte contre la pêche illégale depuis sa création il y a 10 ans. Depuis le début, ce sont plus de 1225 embarcations qui ont été saisies et 26 900 membres d'équipage arrêtés pour répondre de leurs actes devant la justice. Durant cette dernière décennie, la garde-côte djiboutienne a fait également face à l'un des plus grands défis humanitaires. Avec ses partenaires comme l'OIM, la garde-côte a lancé ces dernières années en mer une véritable chasse aux trafiquants. Elle a mis aussi à disposition ses hommes et ses moyens pour assister les candidats à l'immigration souvent laissés à leur sort. C'est pourquoi cette assistance prend la forme de secours en mer, mais aussi le rachinement jusqu'à Djibouti où la garde-côte assure nourriture et promet soins. Avant 2010, date de création de la garde-côte, les contrebandiers s'est livrés à ces activités illégales. Il s'agit essentiellement de la contrebande des cigarettes et du carburant. Les trafiquants ont récemment voulu changer des stratégies en voulant introduire des billets des banques sur le territoire national. Mais la vigilance des éléments de la garde-côte va permettre de mettre un terme à cette initiative. Le département recherche et sauvetage de la garde-côte djiboutienne vient de faire peau neuve. De nouveaux équipements de plongée ont été acquis afin d'optimiser la prestation des hommes de cette brigade dont la première mission est de sauver des vies en mer. Une brigade organisée de sorte que les plongeurs puissent répondre rapidement aux appels de détresse qui peuvent survenir à tout moment. Dans cet exercice, les sauveteurs doivent rapidement tirer de l'eau 3 blessés, dont un grièvement et signalé inconscient. Sans plus attendre, les plongeurs se jettent à l'eau et le reste tirent les blessés vers le bateau. L'infirmier fait le premier constat et apporte sur place le premier soin, comme il l'a appris dans sa formation au secourisme. Les victimes du chavirement viennent d'arriver à l'escale. Une équipe de professionnels de la santé les attend sur place. Le plus grave est immédiatement évacué au centre de soins par une ambulance de la garde-côte. Cette prise en charge médicale rapide sur tous les parcours s'est faite grâce aux moyens de la garde-côte, aussi humains que matériels. Cela a été énormément facilité par le centre médical de l'institution, inauguré en octobre 2015, une structure destinée au personnel ainsi qu'à leurs familles. Le centre médical de Venise a connu beaucoup de transformations ces 5 dernières années. De nouvelles extensions ont été réalisées afin d'être en phase avec l'évolution de l'effectif. Le centre a débuté avec quelques salles, un médecin et un nombre limité d'infirmiers. Aujourd'hui, le nombre des professionnels de la santé a augmenté significativement. Ainsi, on compte 8 médecins, dont une pédiatre, un dentiste et un pharmacien, auxquels s'ajoutent 10 infirmiers diplômés d'État et 50 aides-soignants. Un personnel médical qui appuie les hôpitaux en temps de crise sanitaire, comme ce fut le cas pour les chikungunya ou encore actuellement pour le coronavirus. Le camp de Doralé, fleuron de l'institution. Cette base navale, également appelée centre d'instruction navale, est le noyau principal des multiples installations de la garde-côte djiboutienne. Voici à quoi ressemblait la base il y a encore quelques années. Financé par le gouvernement, le camp de Doralé est devenu aujourd'hui une infrastructure de référence et aspire à l'avenir à devenir le premier académie navale de la région. Pour ce faire, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouaïs Omar Bourré, a mobilisé des efforts considérables. Un pari réussi, puisqu'en peu de temps, son institution dispose d'un joyau à la hauteur de sa réputation. À sa mise en service, la garde-côte n'est disposée que de 4 petites embarcations. Des petits moyens certes, mais déjà une grande ambition. Une volonté de faire qui va conduire le colonel Ouaïs Omar Bourré à mobiliser des fonds et à initier et multiplier des partenariats avec des pays amis dont l'expérience est reconnue dans ce domaine. Résultat, ce sont une 60aine de bateaux de différents types qui fait actuellement la fierté du pays. Il s'agit notamment des Zodiacs, des vedettes rapides, des vedettes d'intervention, des patrouilleurs, mais aussi des remorqueurs. En 2015, 5 années après sa création, la garde-côte était composée de 213 éléments. À l'heure actuelle, on compte pas moins de 950 hommes et femmes. Un recrutement pour renforcer rapidement la garde-côte et lui permettre d'accomplir efficacement ses missions en mer. Un effectif qui a évolué en fonction de la réalité et des défis que cette jeune institution doit relever. Pour rester à la hauteur des missions qui lui sont confiées, la garde-côte djiboutienne a fait de la formation de ces éléments un outil indispensable pour encourager le développement des compétences. Ces formations sont dispensées par des experts de la garde-côte, mais aussi par ceux des pays amis, comme le Japon, la France, les États-Unis, la Chine ou encore l'Italie. Elle concerne un vaste programme qui touche à plusieurs domaines. L'enquête, la plongée, la lutte contre l'incendie, les techniques d'intervention en mer pour les groupes d'intervention rapide, autant des thèmes sur lesquels ils sont formés.
Au-delà de ses compétences administratives, la garde-côte djiboutienne s'est aussi distinguée par ses actions civiles en faveur de la population. Parmi ces actions, l'évacuation sanitaire depuis les régions du Nord des personnes malades nécessitant une prise en charge immédiate dans les grands hôpitaux spécialisés de la capitale. La rapidité de leurs vedettes qui permettent de relier en quelques minutes les chefs-lieux à la capitale ont ainsi amené la garde-côte à assurer les évacuations chaque fois que les régions du Nord en font la demande. Fidèle à ces principes, la garde-côte djiboutienne reste mobilisée en temps de crise. En novembre 2019, par exemple, la population s'est réveillée les pieds dans l'eau à la suite des fortes précipitations causant plusieurs morts et blessés. Pour faire face à la situation, le gouvernement a dû déclencher son plan Orsec, qui permet la mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires afin de secourir les populations sinistrées. La garde-côte, pour sa part, à travers ses interventions, a pu repêcher les corps sans vie emportés par les crues et permettre aux familles de faire leur deuil. D'autres actions comme le transport des vivres, le pompage des eaux stagnantes ou encore le nettoyage des quartiers ont été également réalisées. La garde-côte djiboutienne est un acteur incontournable dans la préservation de l'environnement. La protection de l'environnement maritime et la lutte contre la pollution font partie intégrante de ses attributions. Elle prend régulièrement l'initiative pour ratisser les différentes plages de la capitale, mais aussi sur les îles, pour les redonner vie en les débarrassant des déchets. Une autre mobilisation, un autre front, celui de la lutte contre le Covid-19. En mars 2020, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris des mesures drastiques pour limiter et stopper la propagation de cette pandémie. Pour commencer, le haut commandement de la garde-côte a imposé à son niveau un strict respect des gestes barrières à tout son personnel. Ensuite, la garde-côte a participé au contrôle des personnes et des véhicules pour faire respecter les confinements en vigueur dans notre pays. Cet engagement s'est manifesté tout au long de cette période par la mobilisation d'un nombre conséquent du personnel et notamment les services de santé pour contribuer à la première ligne aux efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Des défis de taille à relever, un parcours riche en expérience, ces 10 dernières années ont été pleins d'enseignements pour la garde-côte djiboutienne. Entre la lutte contre la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, l'immigration clandestine, la protection de l'environnement maritime et lutte contre la pollution et la recherche et sauvetage en mer, la garde-côte djiboutienne a su s'adapter, se dépasser et s'imposer à force de ténacité et de persévérance en restant fidèle à sa devise « Honneur, patrie, justice ». Dans l'actualité également, un atelier de restitution de la mission d'élaboration de la charte liée à la décentralisation de la nouvelle feuille de route de la décentralisation s'est tenu hier, jeudi 3 décembre, à l'Institut national de l'administration publique. Présidé par le secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, des représentants du secrétariat d'État à la décentralisation, de l'agence d'expertise France Djibouti, les présidents des conseils régionaux, des présidents de la commune, les représentants du ministère sectoriel ainsi que la mairie de Djibouti. Bien, cet atelier sur la présentation a donc porté sur l'expertise et a pour objectif de dresser un état des lieux de la mission politique liée à la décentralisation. L'État en matière de décentralisation dispose d'un plan d'action quinquennal 2020-2024. Et de l'impuissance qui domine l'actualité internationale dans l'attente d'un feu vert pour un vaccin, eh bien, les États-Unis enregistrent un record de cas en 24 heures, 210 000. C'est le nombre de nouveaux cas officiellement recensés ce jeudi en une seule journée aux États-Unis et c'est un record absolu depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an de cela. En Californie, eh bien, les hospitalisations ont augmenté de 86% en 2 semaines. Les hospitalisations sont également en forte hausse en Floride, à New York, au Texas. Les responsables sanitaires avertissent que les voyages effectués il y a une semaine pour Thanksgiving par des millions d'Américains risquaient de provoquer une flambée s'ajoutant à la flambée. Fin de ce... Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.